écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois du Sénat et auteur du rapport sur les filières du djihadisme. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, et vous parlerez aussi de la disparition de votre ami Jean Germain. Bienvenue Jean-Pierre Sueur. Bonjour. La mort volontaire d'un homme bouleverse toujours. Le suicide d'un élu secoue, au-delà de la classe politique. Vous parliez souvent ensemble. Toutes les semaines. Et je suis Jean-Pierre Elkabbach, je suis atterré depuis hier, parce que je n'imaginais pas cela, parce que Jean Germain était un homme placide, calme. Il me parlait de manière bon enfant, y compris de cette histoire de mariage chinois, qui est la cause de tout. Je lui disais, il me disait, mais t'inquiète pas, ce n'est pas grave, ça va retomber. Ça veut dire que rien ne laissait soupçonner la décision d'en finir. Rien, y compris parmi ses proches, rien ne laissait supposer cela. Alors, il refusait son procès pour des questions de justice et d'honneur, comme il écrit dans la lettre d'adieu, et il confie: le ministère public va requérir à mon encontre pour des raisons plutôt politiques. Des raisons plutôt politiques. Et de la part de la justice. Expliquez-nous ça. Je pense que pour lui, il y avait dans cette société une chasse à l'homme politique. Une chasse à l'homme politique. Et qu'il en était meurtri. Mais je peux vous dire, parce que j'ai interrogé ses très proches, qu'il avait peur que des décisions d'emprisonnement soit prise à son encontre. Il l'a dit à plusieurs personnes. Il avait entendu cela, comme peut-être un bruit venant du tribunal. Il avait peur de cela. Et il avait aussi, je crois de manière plus générale, peur de l'opprobre. Que sa mémoire, que sa réputation soit touchée. Et il me disait aussi quelquefois, oui, les politiques, on tape sur les politiques. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Les hommes politiques, ce sont d'abord des hommes. Et derrière cette placidité, cette timidité parfois, Jean était quelqu'un de très, très sensible. Jean-Pierre Sueur, mais pourquoi la prison? Et vous dites de la prison ferme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? De quoi était-il menacé ou soupçonné? Les témoins, ses proches m'ont dit cela, il l'a répété plusieurs fois. Je ne peux pas en dire plus et il n'est plus là pour en parler. Comme il y a mort d'un homme, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on nous dit que le ministère public va requérir pour des raisons politiques, il n'y a pas une enquête ou peut-être une explication à demander à la ministre de la Justice, Mme Taubira? Je sais que Mme Taubira a été affectée, comme nous tous, par cela. Elle peut prendre des initiatives, mais les tribunaux sont indépendants, vous le savez. Cela dit, ils ont reporté l'affaire à, je crois, plusieurs mois. Moi, je pense surtout à Jean, et je vais vous dire, c'est un homme, je le connais depuis très longtemps, parce que j'ai été maire d'Orléans pendant que lui était maire de Tours. On a beaucoup parlé de nos chères villes ensemble. Et c'est un homme qui n'a pas ménagé une seule minute, il n'a pas perdu une minute, un instant pour s'occuper de sa ville. Il aimait profondément sa ville. Il a peut-être été victime d'une manipulation. Il a certainement... Et il est tombé dans un piège. Certainement été victime de cela. Pour vous, Jean-Pierre Sueur, si proche de lui, son suicide, est-ce que c'est un aveu ou une faiblesse, ou un défi et un appel à plus de justice? Je crois qu'il était au bout du rouleau, même s'il ne laissait paraître à absolument personne. Mais je pense que la phrase que vous avez dite, c'est une manière de dire il y a une chasse à l'homme des politiques et tous les politiques ne sont pas des pourris. Mais quand les politiques n'ont rien fait, on les chasse pas. Oui, mais tous les politiques ne sont pas des pourris. Il se pensait, il se savait, totalement innocent. D'accord, voilà. Et on en parlait tout à l'heure avec Hervé Temim, Thomas Soto parlait de la présomption d'innocence nécessaire. Alors vous publiez, Jean-Pierre Sueur, c'est pour ça que je vous ai invité, un rapport du Sénat sur le développement des réseaux djihadistes en Europe et surtout en France. Et vous dites qu'ils atteignent une ampleur inédite. Les grandes villes sont particulièrement touchées par le fléau, mais aucune partie du territoire français n'est épargnée. Donc c'est d'une ampleur là considérable. Ce rapport, nous l'avons fait avec le plus grand sérieux possible. Et je vais vous dire, le nombre de personnes françaises qui sont aujourd'hui en Syrie a augmenté de 84% en un an. 84% et le phénomène continue. Et le nombre de signalements augmente, et je pourrais citer des quantités de chiffres. En réalité, le fléau, il s'accroît, et il s'accroît de jour en jour. Donc, nous disons
que le gouvernement a bien fait de prendre toute une série de mesures, bien sûr, mais que ceux qui croient qu'on va en sortir au bout de quelques semaines ou quelques mois se trompent. Alors, ça va être une œuvre de longue haleine. On va voir un peu dans le détail. La présence de Daesh est à l'intérieur du territoire national, par différents réseaux. Par de nombreux réseaux, et notamment par l'Internet. Ils sont très bons dans l'Internet. Et vous dites que ce n'est pas dans les mosquées qu'ils se radicalisent? Non, de moins en moins. C'est ailleurs. Et alors, vous confirmez que les jeunes concernés par la tentation de la violence djihadiste se radicalisent. Et vous dites qu'il faut réviser les clichés habituels. Les jeunes ne viennent ni seulement des quartiers sensibles, ni de l'échec scolaire. On nous a dit, voilà, il y a des décrocheurs, oui, il y a des décrocheurs, mais il y a des gens très intelligents et très diplômés qui partent pour Daesh. On nous a dit, c'est les quartiers difficiles. Mais moi, je peux vous citer des jeunes qui sont dans des villages de Normandie, qui ont fait des études dans un établissement religieux privé, qui, franchement, ne posent aucun problème, sauf que ils sont branchés pendant X heures par jour sur Internet. Et sur Internet, il y a des réseaux terribles. Alors, on croyait que les causes étaient d'abord religieuses. Hein, non. Ça, c'est l'avis général. Vous dites non. La plupart des gens qui partent là-bas ne connaissent à peu près rien au Coran. Oui. C'est des conceptions complètement fausses d'ailleurs du Coran. Votre commission d'enquête publie donc ce rapport passionnant. Il a 250 pages, nourri d'entretiens, de voyages que vous avez fait tous à Bruxelles, Ankara, Istanbul et même Washington. Et vous ne cachez pas votre inquiétude. Et vous dites, la radicalisation terroriste, elle se fabrique dans les prisons. Ça, on le savait. Il y a combien de types condamnés qui sont dans les prisons pour terrorisme? Il y a aujourd'hui 152 personnes dans les prisons françaises pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. 152, mais il y a des gens qui sont dans les prisons, non pas pour ce grief-là, mais pour d'autres, et qui sont aussi susceptibles d'être radicalisés. C'est ça, par la contamination. Si vous voulez, après avoir tout examiné, il y a deux facteurs forts. Premièrement, l'Internet, deuxièmement, les prisons. Et alors, dans les prisons, vous dites il faut plus de spécialistes du renseignement en prison. Combien de spécialistes? Jean-Pierre Elkabbach, il y a aujourd'hui un bureau de renseignement pénitentiaire. 13 personnes pour toute la France. Ouais. Plus 8 correspondants interrégionaux. Et il en faudrait combien? 13. Il en faudrait 100. Donc nous demandons qu'on multiplie par 3 dans un premier temps. La prison de Fresnes expérimente le regroupement des djihadistes. Oui. Est-ce qu'il faut étendre cette mesure? On a étudié cela. Ce que nous proposons dans le rapport, c'est qu'il y ait des regroupements, mais de 10 personnes, pas plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons parlé avec les gardiens. Et les gardiens nous disent, si vous mettez des gens hyper radicalisés, 30, 40 ensemble, ça va faire des cocottes minutes et ça va exploser. Et disons que la radicalisation va entraîner de la super radicalisation, ainsi de suite. Si vous les dispersez, alors la radicalisation va prospérer partout. Donc votre commission... Une solution intermédiaire, des encellulements individuels et les isoler pour travailler aussi à leur déradicalisation. Bon, il y a beaucoup de choses dans le rapport. Oui. Il y a 110 propositions qui sont concrètes. Un fichier des condamnés pour terrorisme parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Surveiller davantage les frontières de l'Europe. Absolument, il faut. Et d'ailleurs, on propose qu'il y ait des gardes-frontières européens parce qu'il y a des espaces, par exemple en Grèce ou en Bulgarie, qui sont de véritables passoires. Une phrase. Le gouvernement actuel a supprimé l'autorisation des parents pour la sortie des mineurs. Oui. C'est-à-dire que les mineurs peuvent circuler où ils veulent. Oui, ça, c'est bizarre. Mais en contrepoint, a été instaurée l'opposition des parents à la sortie des mineurs. Mais souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, il faut absolument informer les parents, c'est l'occasion de le faire sur Europe 1, informer les parents qu'ils ont cette possibilité de s'opposer et qu'ils doivent le faire dans un certain nombre de cas. Mais on va demander une expertise totale de cela parce que si ça s'avère notoirement insuffisant, il faudra sans doute revenir sur l'autorisation générale. Quand on vous lit, on se demande si les Français sont suffisamment protégés. Écoutez, il faut faire le maximum. Ce gouvernement fait beaucoup, mais il faut faire encore plus en matière de renseignement, de lutte contre le financement du terrorisme, d'action sur le terrain. Personne après personne, vous savez, pas des grands discours généraux, mais s'occuper de chaque personne. Renvoyer votre rapport, d'autant plus qu'on nous dit que les CRS et les militaires sont fatigués. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Sueur d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Demain, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique d'Europe 1. Europe 1, 8h28. À suivre, Natacha et Nicolas. Natacha Polony pour la revue de presse, Nicolas Canteloup pour la revue de presse que sur Europe 1.